19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 août 2022. 186 maisons effondrées, 36 champs ravagés et plus de 1000 ménages sans abri. C'est la conséquence d'une forte pluie enregistrée hier sur le village de Gogézé, c'est dans la commune rurale de Amdalaï. On ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Nous sommes à Gogézé, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Niamey, peu après Hamdalaï. Cette scène est la conséquence d'une forte pluie qui s'est abattue sur le village le 16 août 2022. Ici, la pluie n'a fait aucune concession, emportant tout sur son passage, maisons, champs et d'innombrables biens qui demeurent indéchiffrables. On dénombre un peu plus de 180 maisons tombées et les quelques rares maisons qui résistent sont soit fissurées, soit éventrées et représentent un autre risque énorme. Les habitants impuissants témoignent. La pluie a commencé ici à 20h et quelques. Le moment où on est en train de prier, jusqu'à 23h. C'est après que l'inondation a commencé dans ce village de Gogézé. Mais on a trouvé beaucoup de dégâts ici, puisqu'on a trouvé plus de 186 maisons tombées. Toutes sont tombées, effondrées. Et après, on a trouvé plus de 3400 détruits. On a trouvé 136 ménages ici. On a trouvé plus de 1024 personnes qui sont là sans abri. Ils sont là sous le soleil. Ils sont plus de 1000 ménages les sinistrés qui se retrouvent sans abri et ne disposent pratiquement de rien pour s'offrir l'essentiel, d'où ces cris de cœur. Nous implorons l'assistance des autorités ou de toute autre bonne volonté pouvant nous venir en aide. Nous aurions besoin de nous abriter et d'avoir de quoi manger. Afin de protéger les couches vulnérables de certaines maladies et d'une autre éventuelle intempérie, d'autres chefs de famille confectionnent des hangars de fortune au sortir du village. À ce jour, seul le maire et le préfet du département de Kolo ont effectué le déplacement selon les sinistrés. Mouvement d'humeur des agents de la SOTOM ce matin à la devanture de la dite société. Motif de ce sitting fustiger la décision de la société de vouloir chasser 18 agents nigériens, comme nous le rapportent ici Ismaël Moumouni et Sadou Doumi dans ce reportage. Manifester leur irritation suite à la révocation en instance par SATOM de 18 de leurs camarades, tous de nationalité nigérienne, objet de ce mouvement d'humeur de ces agents qui ont assiégé la devanture de la société. Pour ces manifestants, c'est sans aucun tact que SATOM annonce le licenciement prochain de 18 agents, tous nigériens, sans en discuter au préalable des conditions. Cette compréhension a l'allure d'un règlement de compte déguisé, puisqu'il faut bien le noter. En effet, les agents qui ont été les plus actifs pour dénoncer les incartades et abus répétitifs des responsables de l'administration, soit en tête de la liste des personnes licenciées. C'est pourquoi nous avons lancé ce mouvement d'humeur d'une grève de 48 heures le mardi 16 et mercredi 17 août 2022 pour informer l'opinion publique nationale de la situation. Cette saignée serait due, selon l'administration, une baisse d'activité. Une baisse d'activité dont les travailleurs nigériens sont les seuls à faire les frais, pendant que les charges que représente un travailleur expatrié sont de loin supérieures à celles que représenterait un travailleur nigérien. Si réellement l'objectif est d'optimiser le coût de l'entreprise, les premiers à partir auraient été ceux qui coûtent le plus cher à l'entreprise. Ceci confirme, si besoin est, le manque de considération de l'iniquité que vivent les travailleurs locaux et que nous dénoncions lors de notre présente déclaration.
Ces manifestants sont revenus sur la manière dont Satom gère les Nigériens dans la société. Sur un total de 213 expatriés africains que compte la société, 89 se retrouvent au Niger, contre 124 se trouvant dans les 21 autres pays africains où la société est présente en mai 2022. Pire encore, 16 parmi ces expatriés ont largement dépassé la durée légale du temps d'expatriation. En total, violation de l'article 131 du Code du travail nigérien. Le directeur général en personne est dans cette situation. Cette situation de quasi dominée dans laquelle le travailleur nigérien est bien entendu le dominer, pousse les responsables de l'administration à manifester une certaine injustice. C'est ainsi que les décisions sont parachutées et imposées sans aucun égard aux travailleurs nigériens qui doivent s'exécuter comme les bons subordonnés qu'ils sont. La Soja Satom est ainsi devenue un laboratoire où les jeunes expatriés viennent expérimenter les méthodes de gestion la plus farfelue. Nous avons tenté d'avoir la version de la société, mais le responsable a préféré ne pas nous recevoir, en disant à un de ses assistants de nous dire qu'il est occupé, tout en ajoutant qu'il n'a pas fait appel à nous. La coalition nigérienne des associations pour une éducation pour tous, ASOEPT, a à ce jour, à travers un atelier, soumis une étude sur l'analyse genre des politiques éducatives. C'était à l'INDRAP, dans la salle de réunion de l'IFAN, en présence de plusieurs acteurs du domaine de l'éducation. Boubacar Ibrahim, Nasser Sedou pour le compte rendu. Il s'agit pour la coalition ASOEPT à travers cet atelier de soumettre pour validation aux principaux acteurs concernés une étude diligentée sur l'analyse genre des politiques éducatives. Après un rappel de quelques textes internationaux ratifiés par le Niger sur les questions du genre, le président de la dite coalition a déterminé l'intérêt d'une telle étude. Dans la perspective de contribuer à garantir l'éducation pour tous sans discrimination aucune, et de s'engager dans le dialogue en vue de parvenir à des politiques éducatives centrées sur les besoins des citoyens, notre coalition ASOEPT a commandité une analyse-étude sur la prise en compte du genre dans les politiques éducatives, notamment le PCF et le PTCF. En réalisant cette étude, la coalition ASOEPT ayant endossé le PCF entend assumer sa responsabilité de suivi et de veille citoyenne en matière de l'éducation, en matière de réduction des inégalités dans l'accès aux services sociaux de base, dont l'éducation. Elle vise également à prévenir certaines discriminations enregistrées, a rajouté le président. Cette étude sur l'analyse genre des politiques éducatives vise à encourager les ministères en charge de l'éducation et de la formation à rendre compte spécifiquement de la manière dont le genre est pris en compte dans leur fonctionnement et leur capacité à promouvoir l'égalité et l'équité de genre dans l'exécution de leur mandat. Elle vise également à amener les ministères à s'interroger dans quelle mesure l'interaction entre les structures formelles et les règles informelles contribuent à créer, reproduire ou à combattre les préjugés sexistes susceptibles d'affecter le fonctionnement et l'efficacité des 10 ministères. Il faut aussi préciser qu'une fois cette étude validée, il s'agira de disposer le Niger des textes juridiques adaptés permettant d'écarter le système éducatif nigérien de certains mots qui le gangrènent. Le musée national Boubou Hama est un des hauts lieux de l'artisanat nigérien. Ces artisans ont cette magie de transformer fer et argent en bagues et autres bijoux. Voyons tout cela à travers ce reportage signé par notre stagiaire de l'IFTIC, Adama Mamadou Issaka, sur les images d'Aboubacar Souley. Au-delà de son aspect zoologique déterminé par plusieurs types d'animaux, le musée national Boubou Hama du Niamey se caractérise également par la conception des objets fabriqués à base de métaux très appréciés par la clientèle. Je suis un artisan.
Concernant cette activité, il n'y a pas de métal dont je ne peux transformer en objet d'art. Ce qu'on peut dire à la population nigérienne, c'est de se procurer les objets fabriqués dans leur pays car ils ont une longue durée de vie. Les artisans déplorent malheureusement le manque d'intérêt des Nigériens face aux objets fabriqués. N'arrive pas à avoir des clients ces derniers temps. Ce n'est plus comme auparavant. Certainement que cela est dû au contexte actuel marqué par plusieurs crises de par le monde. Ces artisans lancent un vibrant appel à la population nigérienne pour un soutien à l'artisanat national très prisé hors des frontières du pays. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique. Le numéro d'aujourd'hui traite du juge d'instruction et les délais d'instruction. C'est avec Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Juge d'instruction et les délais d'instruction. Comme vous le savez, en matière pénale, il y a une séparation des fonctions, notamment la fonction de poursuite qui est réservée au ministère public, la fonction d'instruction qui est réservée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation, et la fonction de jugement qui est réservée aux cours et tribunaux qui sont chargés de juger. Maintenant, relativement à la fonction du juge d'instruction qui est chargé d'instruire l'affaire à charge et à décharge, il est aussi encadré dans des délais en matière de détention, en matière de demande de liberté provisoire, en matière aussi de délai d'appel relativement aux ordonnances qu'il sera amené à prendre. Donc, sans m'attarder sur certains éléments de délai et tout, je vais m'attarder seulement sur les 3 points, notamment sur la détention préventive, la liberté provisoire et sur les délais d'appel. Donc, par rapport à la détention provisoire ou préventive, comme vous le savez, le principe, c'est la liberté et la détention, l'exception. Donc, normalement, il y a des conditions pour que le juge d'instruction puisse placer en détention injusticiable un inculpé. À partir du moment où il n'y a pas en tout cas, il n'y a aucune crainte que l'inculpé puisse exercer une pression sur des témoins ou sur des victimes, ou à partir du moment où il ne peut pas se soustraire, en tout cas à la justice quand le juge aura besoin de lui, ou à partir du moment aussi, ce n'est pas un moyen pour le juge de conserver des preuves ou que l'infraction ne continue pas en tout cas à se commettre, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Normalement, le juge doit éviter de placer en détention l'inculpé à partir du moment où il y a des garanties suffisantes de représentation. Maintenant, dans l'autre cas où le juge est amené à placer en détention un inculpé, c'est que là aussi le juge est encadré dans des délais bien déterminés. Par exemple, quand il s'agit d'une infraction dont la condamnation est inférieure ou égale à 3 ans, la détention ne doit pas excéder 6 mois de détention. Et là, le juge est obligé d'instruire son affaire, donc le dossier, dans ce délai. Mais dans les autres cas aussi en matière correctionnelle, donc le juge peut toutefois proroger ce délai de 6 mois, mais une seule fois. À partir du moment où nous ne sommes plus dans ce cas de figure de 3 ans ou de moins de 3 ans, le juge il place un détenu, un inculpé, pour un délai de 6 mois renouvelable seulement une seule fois. Alors qu'en matière criminelle, c'est un délai de 18 mois qui est reconnu au juge en matière de détention préventive. Et toutefois aussi, ce délai peut être prorogé, mais sans pour autant que ça excède 12 mois de prorogation. Donc voilà pour ce qui est de délai de détention
qui sont prévus par la loi, notamment en matière correctionnelle et en matière criminelle, quand le juge est amené à placer en détention les inculpés. Donc, en dehors de cet aspect, il faut évoquer la question des délais, où le juge d'instruction aussi est astreint à respecter certains délais, notamment en matière de demande de liberté provisoire. Parce qu'un inculpé ou son conseil peut toutefois formuler une demande de mise en liberté provisoire qu'il dépose chez le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction qui est saisi d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, il est tenu de se prononcer dans les 10 jours qui suivent la communication du dossier au parquet, donc au procureur de la République. Et s'il y a une partie civile dans le dossier, il est aussi tenu de l'aviser. Mais là, il doit se prononcer après 5 jours qu'il ait avisé la partie civile. Donc, faute de quoi, si il ne se prononce pas, en tout cas dans ce délai, obligatoirement, la chambre d'accusation est saisie par l'inculpé ou son conseil, qui doit aussi se prononcer dans les 15 jours. Parce qu'il s'agit de questions de liberté, de questions de détention. Donc, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 15 jours. Et elle-même, si elle ne se prononce pas sur la question de liberté, dans les 15 jours, donc l'inculpé est mis d'office en liberté. Donc il acquiert sa liberté d'office, la liberté d'office. Donc voilà pour ce qui est des délais relativement aux demandes de liberté provisoire auxquelles les juges d'instruction doivent en tout cas respecter. Et en dehors de ces délais, je disais tantôt que j'allais évoquer aussi les délais d'appel. Parce que quand le juge prend ses ordonnances, que ce soit des ordonnances de renvoi, des ordonnances de non-lieu ou toute autre ordonnance pour laquelle, en tout cas, ou pour lesquelles le Code de procédure pénale a prévu des voies de recours, c'est que le procureur de la République peut interjeter appel dans les 3 jours. Le procureur général aussi peut interjeter appel contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction aussi dans 3 jours. Maintenant, pour ce qui est de la partie civile et l'inculpé, les deux ont 5 jours pour interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction. Mais pour ce qui est de la partie civile, au fait, qui peut interjeter appel contre les ordonnances ou l'ordonnance du juge d'instruction, c'est seulement quant à ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel. Elle ne peut pas interjeter appel relativement aux questions de détention et autres, mais c'est sur ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel contre les ordonnances du juge.